Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission de référence, le Club de la presse sur RTI 1. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les sujets qui font l'actualité nationale, régionale et internationale avec nos invités journalistes et analystes avertis. Ce dimanche, deux dossiers majeurs retiennent notre attention. Depuis plusieurs mois, le district autonome d'Abidjan poursuit des opérations de déguerpissement dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne. Après les quartiers précaires situés dans les zones à risque et les emprises publiques, les abords des voies et certains garages anarchiques, le débat reste vif. Pour les autorités, il s'agit de restaurer l'ordre urbain. Pour de nombreux citoyens, ces opérations ont entraîné des pertes de logements, d'activités économiques, etc. Les questions d'indemnisation, de relogement et d'accompagnement des populations demeurent au cœur des préoccupations. Dans la sous-région ouest-africaine, quelques semaines après son arrivée au pouvoir au Bénin, le président Romuald Wadani a entrepris une tournée diplomatique remarquée auprès de plusieurs capitales de la région, notamment dans un contexte marqué par la rupture institutionnelle entre la CEDEAO et l'AES. Cette démarche intervient alors que plusieurs acteurs régionaux appellent à préserver les échanges économiques, la libre circulation des personnes et la coopération sécuritaire. AES, CEDEAO, la tournée de Romuald Wadani est-elle un signe d'apaisement? Justement, pour en débattre, je reçois ce soir 4 invités de marque. Michel Betta, journaliste directeur général du journal Le Bélier. Victor Junior Diokwei, journaliste et spécialiste des questions économiques. Lancine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1 et chef du service économie pour le compte de la même rédaction. Et enfin, Alafé Wakili, journaliste directeur général du média L'Intelligent d'Abidjan. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Très heureux de vous retrouver. On entame les échanges juste après cette courte pause introductive. On ouvre le débat avec les opérations de déguerpissement entreprises par le district d'Abidjan depuis le début des vastes opérations d'assainissement urbain engagées dans le dit district. Les autorités mettent en avant la nécessité de libérer les emprises publiques, sécuriser les populations exposées au risque d'inondation et accompagner le développement urbain d'une métropole de plus de 6 millions d'habitants. Mais au-delà des objectifs affichés, ces opérations ont profondément bouleversé la vie de milliers de familles et d'acteurs du secteur informel. Alors, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de cette opération? On en parle juste après cet élément de Davy Soyo. Reprise des opérations de déguerpissement dans le Grand Abidjan. Le vendredi 29 mai 2026, les bulldozers ont fait leur apparition au marché de gros de Sipores dans la commune de Yopougon. Objectif, débarrasser l'espace de toute construction, étals, marchandises et autres. Une opération qualifiée de surprise par les commerçants et les habitués de ce marché populaire. L'initiative menée par le district autonome d'Abidjan a laissé plusieurs commerçants sans espace et a provoqué l'incompréhension de plus d'entre eux. Le lundi 1er juin 2026, ces derniers ont manifesté de Sipores à la mairie de Yopougon pour demander leur recasement. Le mercredi 3 juin dernier, une autre opération de déguerpissement et de démolition de constructions, parfois anarchiques, a eu lieu dans la commune de Koumassi, dans le quartier Oufoué-Boigny, plus connu sous le nom de campement. Les habitants impuissants et en détresse assurent n'avoir pas été prévenus. Cette fois, selon les informations communiquées par la mairie de Koumassi, l'opération a été menée à l'initiative d'un opérateur économique privé répondant au nom de Jacques Brou Aloui. L'intervention serait la conséquence d'une décision de justice rendue à sa faveur à l'issue du litige foncier portant sur cet espace. Pour le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, ces actions, celles de Sipores et du quartier de Vridi 3, communément appelé Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué, s'inscrivent dans le cadre de la protection des populations dans cette saison de pluie. Mais les déguerpis estiment que le timing est inapproprié. Retour sur le plateau du Club de la presse, mais si on l'a bien entendu, il y a eu des déguerpissements à Yopougon, à Koumassi et bien avant dans d'autres lieux. Nous sommes en saison des pluies. Selon vous, est-ce qu'il est à propos de procéder à de telles opérations? Michel Betta.
Oui, vraiment, vous nous donnez l'occasion de nous pencher encore sur un sujet brûlant, non seulement de l'heure, mais de notre société en général. Parce que, savez-vous, les déguerpissements ne datent pas d'aujourd'hui. De tous les régimes, il y a eu des déguerpissements. En Côte d'Ivoire, je sais que, bon, nous qui sommes des enfants de la psychologie, nous étions venus d'un déguerpissement. Mais quand l'État déguerpit sur tous ceux qui ont des logements, l'État fait un effort pour leur donner, pour leur offrir quand même une opportunité de relogement. Et cela a été le cas de Washington, vous vous souvenez, hein, c'était à Cocody ici, au temps du PDC, du président Bédier. Le président Bédier a pu les recaser à Boabou, c'est-à-dire dans la périphérie d'Abo. Abiabou, à Bobo. Voilà, à Bobo. Donc, c'est vous dire que c'est pas c'est pas l'opération de déguerpissement mais qui est le drame. C'est qu'on a l'impression que depuis près de 15 ans, 20 ans que le RDP est au pouvoir, cette déguerpissement prend l'allure de mépris vis-à-vis des populations déjà assez défavorisées. Mépris pourquoi? Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe, ces gens-là sont dans un désespoir, alors qu'on sait que celles qui sont déguerpies, ces populations-là, sont pour la plupart défavorisées socialement, économiquement. Donc quand vous en ajoutez encore à leur douleur par des déguerpissements, on peut dire sans visage humain, ça donne l'impression que c'est le mépris de ces êtres humains-là qui est exposé plutôt que l'assainissement qui est en fait quelque chose de bien pour l'assainissement d'une ville. Mais je le dis pourquoi. Vous savez, on était en 2000, si j'ai bonne mémoire, 2019, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'il était envisagé un programme d'assainissement des quartiers précaires. On nous avait dit que ce programme avait été financé. Moi, je dis, les quartiers précaires existent. Mais puisque ces quartiers-là, aujourd'hui, sont suffisamment occupés, on peut les assainir. On n'a pas besoin de tout détruire, parce qu'on détruit tout, alors qu'on aurait pu déguerpir ceux qui sont sur des voies, sur des parcelles qui sont préjudiciables pour leur sécurité. Mais que de venir détruire tout le quartier parce qu'on estime que le quartier pose des risques, bon, je crois que si on a les moyens d'assainir, il faut le faire. Bon, pour dire quoi? Bref, pour dire que aujourd'hui, le déguerpissement prend l'allure de quelque chose qui nous donne l'impression que l'État ne prend pas suffisamment en compte la souffrance de nos populations, la difficulté sociale de certaines populations. Et ça, c'est écœurant. Moi, je dis, quand tu as vu ce qui s'est vécu à Zimbabwe, tu ne peux qu'avoir des larmes aux yeux. C'est pas possible que des Ivoiriens, des populations pour lesquelles je crois que toute politique est faite pour les hommes. On ne peut pas faire des politiques pour autres personnes que les hommes. Donc, quand on fait quelque chose pour les hommes, il faut lui donner à ces hommes-là l'occasion de vivre décemment, ne serait-ce que du minimum. Ça, c'est important. D'accord. Alafé Ouakili, les populations déguerpies, on le sait, hein, les autorités disent avoir prévenu les populations, mais on a toujours les mêmes personnes qui retorquent n'avoir pas été prévenues à temps. On a aujourd'hui des déguerpissements. Quel est votre avis sur le sujet aujourd'hui? L'avis, c'est que il faut déplorer, être compatissant à l'égard des victimes des déguerpissements. Mais en même temps, il faut interpeller sur la question de fond. Pourquoi on arrive à cela? Est-ce qu'il y a suffisamment de solidarité dans notre société? Est-ce que ceux qui dénoncent, agissent et font preuve de suffisamment d'humanité et de solidarité en tendant la main aux déguerpis ou aux pré-déguerpis? L'État ne peut pas tout faire. Est-ce que chacun de nous ici est prêt à héberger chez lui des pré-déguerpis qui vivent dans des conditions inhumaines, dit-on, douloureuses? Il ne faut pas s'émouvoir seulement lorsque ces gens-là sont déguerpis. Avant qu'ils soient déguerpis, qui foule les lieux à Zimbabwe? Qui va là-bas pour voir comment ils vivent? Qui est prêt à les héberger chez lui? Il se trouve que dans nos endroits, dans nos beaux quartiers, peut-être certains de nos agents, de nos gardiens, de nos cuisiniers, de nos blanchisseurs habitent dans ces zones-là. On les laisse aller là-bas en sachant que c'est dangereux et qu'un matin, ils peuvent ne pas venir. La question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire pour eux quand on les a enlevés de là-bas, quand on les a délogés. Ma réaction, c'est de savoir qu'est-ce que chacun de nous fait avant qu'ils soient déguerpis. Et puis quand ils ont fini d'être déguerpis, quand l'État a été défaillant, qu'est-ce que nous pouvons faire? J'invite à cette réflexion, au-delà de l'indignation et de la dénonciation. Victor Junior Dukwei. D'accord, merci beaucoup Ahmed. Il y a deux sortes de déguerpissement ici. Lesquels? Dont il faut parler. Le déguerpissement qui a eu lieu à Siporex,
est un déguerpissement initié par le maire de Yopougon. Mais lui, quand il a déguerpi les femmes qui étaient à Siporex, il a trouvé un espace à Gesco où il a demandé à ces dames-là de partir. Mais en réalité, elles étaient à Siporex, c'était plus tenable. Elles vendaient même jusqu'à sur la route, sur la voie. Et donc ça, on peut vraiment tolérer ça. L'autre déguerpissement, c'est ce qui s'est passé à Koumassi Campement et puis à Vridi 3, Vridi appelé Zimbabwe. Celui-là, initié par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et ce déguerpissement-là est un déguerpissement sans visage humain. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle qu'en 2004, surtout le Conseil des ministres du 13 mars 2004, le président de la République avait demandé que le déguerpissement, même quand c'est fait, quand c'est demandé par le gouverneur du district, il faut que ça ait un visage humain. Deuxième chose, c'est qu'au cours de ce même Conseil des ministres, il avait été installé une cellule appelée cellule d'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Cette cellule avait 3 objectifs. Le premier des objectifs, c'était l'identification des espaces à démolir, à déguerpir. Le deuxième objectif, c'était l'examen urbain de ces espaces. Et le troisième objectif, c'était la prise en charge de ces déguerpis et leurs... Les personnes affectées par le déguerpissement. Tout à fait, et leur relogement. Ce que je ne comprends pas, c'est que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan fait ses opérations sans tenir compte de cette cellule-là, qui est logée à la primature et qui est dirigée par le ministre de l'Intérieur. La question que je me pose, c'est qui est ce ministre-gouverneur? Qui est-il réellement pour faire mentir le président de la République? Parce qu'il avait demandé que les déguerpissements aient un visage humain et ce ne l'est pas, et ce n'est pas ça. Mais cette cellule a peut-être été déjà consultée avant d'entreprendre. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, en 2024, quand il avait commencé les déguerpissements, la première des personnes à réagir, c'était le ministre, le maire de Yopougon, Adama Bitogo, qui n'était pas du tout d'accord avec. Cette fois-ci, en allant casser Vridi 3, c'est le maire de Port-Boué qui a réagi. Mais simplement parce que quand, en 2024, les déguerpissements ont eu lieu, la Luvicosi et le district autonome d'Abidjan avaient mis en place un comité permanent de concertation. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce comité permanent de concertation que le maire de Port-Boué a écrit au gouverneur du district. Qui est-il véritablement ce ministre-gouverneur pour ne pas respecter ni la loi, ni les structures que lui-même, pour lesquelles il a signé? Je ne comprends pas. Qui est-il? Qui est-il véritablement? Lansine Bakayoko. D'abord, je voudrais m'interroger sur la loi qui a été violée par le gouverneur du district. Je crois qu'il a agi dans les normes, il a agi dans le respect des dispositions légales qui existent. Je crois qu'il faut cesser de créer de l'émotion pour rien. Et je constate ici que les gens font de la récupération politique parce qu'ils veulent profiter de la situation de la misère des populations pour pouvoir avoir des dividendes politiques. Et ça, moi, ça m'horripile. Vous voyez, j'ai l'impression que les gens, pour cette action de salubrité publique qui est en train d'être engagée, certains qui n'ont jamais mis pied dans ces zones, aujourd'hui se permettent de s'égosiller sur une question que l'État lui-même a engagée pour la survie des populations. Je vous assure que si vous mettez un pied à Zimbabwe, c'est une violation même des droits de l'homme. Pas par l'action du gouverneur, mais par la vie qui est menée dans cette partie. Vous allez voir l'insalubrité qui cohabite avec les populations. Vous allez voir au bord de la lagune, mais ce n'est pas des endroits où on peut vivre. Or, le droit à un logement décent
fait partie des droits de l'homme. Mais quand vous allez, les gens sont assis dans des tas d'immondices, ils y habitent, dans des détritus. S'il y a de l'incendie, comment va-t-on faire? Il n'y a même pas de couloir de traversée dans ces quartiers. Donc moi aujourd'hui, je pense que le gouvernement, surtout le gouverneur, a agi en toute responsabilité. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Parce que demain, il ne faut pas faire le médecin après la mort. Quand il va avoir des dégâts, on ne va pas venir accuser le gouverneur. La preuve, chaque fois qu'il y a des inondations, qu'il y a mort d'homme, on a vite fait de jeter l'anathème sur les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités devant le danger qui guette ces populations. Je crois que vaut mieux vivre et être déguerpi que de mourir en étant logé dans ces endroits insalubres. C'est pour ça qu'il faut que ceux qui font de la politique, parce qu'il y a beaucoup qui se sont prononcés, un peu se comportant comme des nécrophages, c'est-à-dire des personnes qui aiment quand les autres sont en train de mourir pour qu'ils viennent déguster ces chairs. Un peu comme les charognards qui aiment quand les autres oiseaux sont morts pour qu'eux viennent se nourrir de cet oiseau. Donc j'ai l'impression clairement qu'on a une opposition. On a une opposition qui veut que les Ivoiriens meurent pour qu'ils viennent faire de la récupération politique pour brandir ça comme trophée de guerre. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une action, une indignation collective vis-à-vis de la qualité de vie qui est là-bas. Et je crois que c'est le gouvernement qui est ça. Mais il ne faut pas avoir l'indignation sélective en pensant que ceux-là, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds pour aller voir les conditions de vie de ces populations, qu'aujourd'hui ils s'indignent. Une indignation opportuniste, une indignation un peu hypocrite pour faire croire à la population qu'eux, ils se préoccupent de la vie de ces populations. Or, clairement, on voit bien que ça n'a jamais été le cas puisque ces zones-là n'existaient pas aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Soyons un peu républicains pour reconnaître que nos concitoyens ont droit à un cadre décent. Dans ces places-là, vous allez voir que des choses vont sortir là-bas qui seront agréables à vivre. Et je crois que c'est l'objectif du gouverneur du district d'Abidjan. Michel Betta, quel est aujourd'hui le sort de ces personnes déguerpies? Vous savez, j'ai écouté mon co-débatteur Bakayoko et puis je suis resté vraiment peiné encore une fois. C'est à croire que la douleur des autres veut en faire une récupération politique à tout moment. Et il accuse les autres de vouloir le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à Zimbabwe, on le dit. Moi, je suis de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire n'est pas née aujourd'hui. Et vous le savez. Il y a eu des déguerpissements ici. Ce n'est pas nouveau. Si on peut rappeler les budgets même de la Côte d'Ivoire en son temps où il y avait ces déguerpissements, on était à 4 000 milliards. Aujourd'hui, on est après de 18 000 milliards. On déguerpit sans avoir de possibilité de reloger. C'est ça la grande question. Vous voulez vous vanter de ce bidonville s'il te plaît. De Biabou là, ce bidonville qui a été... Ce bidonville là. Je rappelle que, tu vois, en fait, Bakayoko, je me demande s'il vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui il est dans ce pays-là. Ce sont les œuvres qu'on nous a livrées à la Sikoji. Sikoji Makori. Moi, j'étais un enfant de Sikoji. Mais c'était des œuvres, des grosses œuvres seulement. C'est les parents même qui ont mis le ciment dans le salon et tout cela. Ça veut dire, même ce minimum-là, c'était important pour nos parents. Parce que c'est là-bas que nous avons vécu jusqu'à ce que nous sommes ici. Donc ça vous dit qu'on ne peut pas déloger des gens, même si on peut leur offrir un minimum. Ce que tu appelles le débris de Biabou, c'est déjà bon. Si tu n'as pas de conscience, si tu n'as pas conscience de ça, c'est déjà bon. Ça doit permettre à des enfants d'être assis ici aujourd'hui. Je vous dis quoi, je pourrais revenir au sujet. Aujourd'hui, moi je dis... Avant même d'arriver au déguerpissement, il y a la communication. Parce que ce n'est pas des opérations qui peuvent se faire en cachette. Donc, au moins, on peut prendre même en début d'année de nous identifier les zones à déguerpir. Non, mais c'est clairement fait. Il y a ces zones ont été répertoriées. Non, s'il te plaît, j'en viens. Il y a une liste qui est là. Tu as la liste. Tu as la liste. J'ai dit que si la liste existe. La liste des zones à déguerpir. Donc, je vais dire quoi? Si ces listes-là sont disponibles dans nos médias depuis le début d'année, ces populations ne pourront pas dire aujourd'hui n'ont pas été averties. Même à la télévision, on le diffuse avant l'opération, longtemps avant l'opération. Ces populations ne pourront pas dire n'ont pas été prévues. Mais c'est pour te dire que... Non, s'il te plaît. C'est pas mon rôle, mais je vais te fournir cette liste. C'est pas de toi que j'ai besoin de ça. Parce que pour toi, ça peut être fou. Non, parce que je viens maintenant pour conclure pour dire qu'on assiste à une passe d'armes souvent entre le district
et les maires et les autorités locales. Vous pensez que c'est à l'avantage de qui? C'est à quoi que ce pays est dirigé, comme je pèse les mots, mais je le dirais quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de vision. Parce que, en fait, comment comprendre qu'aujourd'hui, le maire est en train de discuter avec le district sur la question de « tu m'as averti, tu ne m'as pas dit ». Mais c'est à quoi qu'on est en train de jouer avec la vie des gens. Chacun devait savoir ce qui se passe, chacun devait savoir quand ça se fait et savoir apporter sa pierre à la même s'ils doivent démolir, chacun a un rôle à jouer. Le maire a un rôle à jouer, le district a un rôle à jouer. Bref, pour dire qu'il y a des choses qui se font dans ce pays-là et ça ne doit pas se faire ainsi. La Côte d'Ivoire est un grand pays, il faut savoir faire les choses avec les normes. D'accord, voilà. C'est bien compris. Alafé Ouakili, est-ce que finalement ces déguerpissements, c'est parce qu'il y a vice de procédure ou mauvaise façon de les conduire qu'on en arrive toujours à ces résultats? Mais il n'y a pas un vice de procédure, il n'y a pas une mauvaise manière de faire. Si. Il y a vice de procédure. S'il vous plaît. Et il y a une mauvaise manière. S'il vous plaît, c'est Alafé Ouakili qui, on l'a vu applaudir un déguerpissement à Yopougon. Mais les victimes n'applaudissent pas. Chacun, il faut être prudent, il ne faut pas être radical. Il applaudit un déguerpissement à Yopougon. Il peut aller s'arrêter devant les victimes, les femmes qui ont perdu leur place au marché. Aller leur dire, le maire a raison, elles ont été prévenues. Mais il faut arrêter, il n'y a pas de bon déguerpissement. Il n'y a pas de déguerpissement à visage humain. Même prenons le cas d'un déménagement. On perd toujours ses repères. Quand on quitte Cocody pour aller à Yopougon, même dans une grande maison, on perd des repères. Même si on vous a donné 1 milliard pour quitter Zimbabwe pour aller à Soweto, vous perdez des repères. Tout mouvement de population, toute migration pose problème psychologique, social, culturel, de toute nature. Il n'y a pas de migration parfaite. Il y a toujours problème. Vous vous demandez un minimum, quitter Washington pour aller à Biabou. Oui, dit c'est meilleur, c'est mieux. Mais on dit non. Vous, votre modèle n'est pas le meilleur. Ne passez pas le temps à câbler d'autres modèles. J'ai posé un problème ici au début. J'ai interpellé. Que fait chacun pour qu'on évite d'arriver à ça? Personne n'a réagi là-dessus. Ce qui plaît, c'est d'accabler le ministre-gouverneur. Qui vous a dit que le ministre-gouverneur est au-dessus de tout? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Le gouvernement s'est-il plaint pour dire que le ministre-gouverneur ne respecte pas les procédures? Le ministère de l'Intérieur s'est-il plaint? Ou on est assis ici et puis est-ce qu'on est porte-parole du ministère de l'Intérieur? Les gens sont allés dans les quartiers, ils ont recensé vers l'ENA. 1 milliard est décaissé par rapport aux gens qui ont été déguerpis aux 2 plateaux. Ils ont été recensés. Il y a eu des discussions. Le préfet ou son représentant était là. L'Office national de protection civile était là. Il représentait le ministère de l'Intérieur. Ça s'est passé il y a 4 semaines. Le ministère de la Solidarité était là. Ça s'est passé il y a 4 semaines dans la zone de 2 plateaux, aux environs de l'ENA et puis derrière Sokosé. Mais les gens travaillent. Ça ne fait pas de bruit, forcément. Ça a été la même chose à Zimbabwe. Les gens ont été informés. Ce n'est pas une affaire pour dire, allez-y, supporter les éléphants. On va faire un concert. On veut acheter des tickets pour que tout le monde soit informé. C'est des populations les impactées là. On va vers ces populations pour les préparer psychologiquement, pour leur dire on viendra, pour que des dispositions soient prises. Et ce travail est fait. Mais il n'y a aucun déguerpissement, quelles que soient les négociations faites, quels que soient les dédommagements qui ont été réalisés, qui est facile à faire. Et les gens attendent au dernier moment, très peu prennent les précautions en allant avec leurs affaires. Mais il faut donc traiter la question sans polémique, sans accusation non fondée, et puis sans parti pris radical. On ne peut pas dire que ce qu'un maire fait est bien, ce que le ministre-gouverneur fait n'est pas bien. Moi, vous ne me verrez pas accabler un maire dans ce qu'il fait, mais il y a d'autres maires qui déguerpissent. Mais si on veut faire de l'opportunisme, on peut trouver quelque chose qui ne va pas dans ce que le maire a fait ailleurs. Au lieu de déguerpir, est-ce qu'il ne faut pas empêcher les populations de s'installer là où il faut pas? Ah oui, c'est ça. Il a posé la question, justement. C'est ça mon interpellation du début. Qu'avons-nous fait pour que cela n'arrive pas? Et puis, quand c'est arrivé là, qu'est-ce que chacun fait? L'État, peut-être tardivement, essaie de se rattraper. Les gens n'auraient pas dû être là-bas. Aujourd'hui, l'État s'en rend compte, il est déguerpi. Et il doit prendre les dispositions pour que les gars ne recolonisent pas les lieux. Les gens ne devraient pas être là-bas. Le rôle de l'État est de créer les conditions décentes pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que des gens ont commis des crimes que forcément quelqu'un conduit, il fait un accident de la circulation. On s'assure d'abord de savoir que les routes sont bonnes. Le policier a déconné, tout c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas sanctionner celui qui a fait l'accident.
s'il n'y a pas eu de feu, si la route n'est pas bonne, il a fait l'accident, est-ce qu'on va dire, bon, écoutez, c'est vrai, on a donné un mauvais permis, oui, c'est vrai, la route n'est pas bonne, oui, c'est vrai, il y a eu corruption au contrôle automobile, oui, c'est vrai, donc on laisse tomber, on ne sanctionne pas le chauffeur qui a fait l'accident. C'est ce qu'on nous demande de faire. Hein. On ne devrait pas arriver à temps, donc bon, on laisse tomber. Le chauffeur a tué, il a fait un accident, on ne sanctionne pas, on n'applique pas la loi, on arrête. Ou bien il y a quelqu'un qui lui a vendu l'alcool, il ne devrait pas lui vendre l'alcool, il a conduit ivre, il a fait un accident, ce n'est pas sa faute. Voici ce dans quoi on veut nous entraîner, une irresponsabilité collective parce que tout le monde serait fautif. À un moment, il faut que ça s'arrête. Très bien. Victor Junior Dekoui, vous avez l'air pressé de réagir. Oui, je suis pressé de réagir. Déjà, dans un premier temps, je voulais dire que dans le déguerpissement, il y a deux notions importantes qu'il faut... Lesquelles? Qu'il faut connaître. Il y a l'aspect politique, aménagement de l'espace urbain, etc., etc. Ça, c'est le côté politique. Mais à côté de ce côté politique, il y a la notion de l'humanisme, de l'humanité. Et quand moi j'écoute le directeur général à la FE, j'ai comme l'impression qu'il a double comportement, il a double le comportement du ministre du district, et puis qu'il est complètement fermé, mais il n'entend pas du tout les pleurs des femmes, des enfants et des hommes qui ont... Lui n'entend pas celles des femmes de Yopougon. Qui ont été... Il entend celles des pleurs de Zimbabwe. Il faut entendre toutes les pleurs. Moi, je veux vous dire. Dites-nous. Le maire de Port-Boué dit que avant que Port-Boué 3 ne soit déguerpi, il n'a pas été informé. Pourquoi cela? Alors que je suis en train de dire qu'il existe un comité permanent de concertation. Donc, le gouverneur du district aurait pu contacter son collègue de Port-Boué pour lui dire, dans cette partie du temps, je viendrai casser, comment on appelle ça, Vridi 3. Première chose. Mais regardez le timing. Et je suis persuadé que le DG à la FE n'en tient pas compte. Premièrement, nous sommes dans une saison pluvieuse. Quelle est l'urgence qui oblige le gouverneur du district à casser les maisons maintenant? Quelle est l'urgence? Le timing. Deuxième chose, dans le timing, nous sommes en période d'examen pour les enfants. Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser passer cette période-là et puis après faire déguerpir les gens? Comment on appelle ça? À Marcory, comment on appelle le coin de Marcory là? Koumassi. Les autorités traditionnelles de Koumassi disent qu'ils n'ont pas été informés. Alors, la question que moi je me pose, ou bien que je voudrais poser au DG à la FE, le gouverneur du district travaille avec qui? Il se lève un matin, et puis quand il a envie, il va et puis il casse les maisons. Non, c'est pas comme ça qu'un État doit fonctionner. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais justement, c'est comme du deux plateaux. Mais c'est comme ça que les gens fonctionnent. Une question, je peux répondre. Oui, mais non, mais attendez, mais DG à la FE. Pourquoi vous faites une politique sélective? C'est-à-dire que deux plateaux, bon, peut-être que c'est un peu plus mais c'est pareil partout. Non, mais le maire de Port UP qui ont été détruites aux deux plateaux, ce sont des quartiers précaires. Voilà, c'est pareil partout. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi on discute avec les gens de deux plateaux et puis on n'est pas capable de discuter avec les gens de Vridi et de Koumassi? Ça, c'est fait partout. Non, mais puisque les gens disent qu'ils n'ont pas été indemnisés, ils disent qu'ils n'ont pas été informés, ça, c'est fait partout. Un. Maintenant, deux, je vous l'ai dit, le ministre-gouverneur ne va pas sur le terrain avec les poclins, les machines et tout. Ce n'est pas lui. Et ça se fait sous supervision de police, souvent. Il n'est pas le patron de la police. Ce n'est pas lui qui décide. On veut nous faire croire qu'il se lève un matin quand il est content pour détruire. Ça ne se passe pas comme ça. Là, quand il va être un État sérieux. C'est l'impression que vous nous donnez. Je suis en train de vous dire que c'est inexact. Vous insistez pour faire passer votre impression pour la vérité. Oui, mais déjà après avoir fait passer votre impression sur Yopougon pour le meilleur des déguerpissements. Alors qu'il y a aussi des victimes, il n'y a pas de déguerpissement parfait. Il faut déplorer les conséquences. Il faut déplorer aussi le fait que
on soit arrivé à cela et puis prendre les dispositions pour gérer au mieux sans accabler. Ce n'est pas parce qu'il y a des anomalies dans la survenue d'un accident qu'on ne va pas prendre des décisions pour corriger ceux qui ont créé l'accident. C'est bien compris. Victor Djokovic, vous terminez rapidement, en 30 secondes. Non. J'ai complètement fini, mais je vais dire qu'il nous faut fonctionner, il nous faut mettre en place des politiques publiques qui ont un visage humain. Parce que, je vais dire, vous savez, il y a quelque chose que je retiens dans ce déguerpissement. Avant les élections présidentielles, on a arrêté les déguerpissements. Et puis quand les élections sont passées, juste après, aujourd'hui, on est en train de pourchasser les populations pour les mettre dehors. Je vais dire, politiquement, c'est pas responsable, politiquement, c'est pas joli, c'est pas élégant, en fait. C'est bien compris. Voilà. Lansine Bakayoko, vous êtes le seul qu'on n'a pas entendu dans ce dernier tour. Pour une fois, il a été sage. Sujet. Non, il est très souvent sage. Il répond à ce qui semble être utile pour lui de... D'abord, je voudrais tout de suite expliquer que le précédent déguerpissement, il y a un déguerpissement qui a eu lieu à peut-être 3 ou 4 mois des élections présidentielles. Si vous vous souvenez, certains même avaient dit que le RHDP était tellement sûr de lui qu'il prenait le risque de faire des procédures de déguerpissement là où les gens étaient en train de faire la cour aux électeurs. Et donc, pour dire que ce n'est pas un déguerpissement électoraliste ou un déguerpissement à tête chercheuse. Je crois que c'est une action de gouvernance urbaine qui est en train d'être mise en place. Maintenant, de deux, vous voulez que le district attende l'avis des maires, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Le gouverneur du district est nommé, donc il agit en fonction de la feuille de route ou bien de l'orientation qu'on lui a donnée. Il n'a pas... Le comité de concertation sert à quoi? Il n'a pas une obligation nécessairement vis-à-vis des électeurs. Alors que les maires, eux, sont en train de gérer des susceptibilités parce qu'ils ont des visées électoralistes. Il s'est dit, si on procède au déguerpissement, d'ailleurs, pour la plupart, ils sont d'accord avec ce déguerpissement, mais c'est un message pour dire aux populations, oui, ils sont en train de déguerpir, je ne suis pas au courant, et ça a des visées électoralistes. Maintenant, là, je vais être un peu... Là, je vais être un peu plus dur. Dans ce cas de figure. Moi, je vais être un peu plus dur. Parce que j'ai senti qu'il est indigné par rapport à la question de Port-Boué. Mais si on était dans une situation, si le gouvernement voulait être vraiment rigide, on devait mettre en place à Port-Boué une délégation spéciale et révoquer ce maire. Parce que le Port-Boué est l'une des communes les plus sales et les plus inactives. Il dit quoi? Si vous arrivez à Gonzagueville... Port-Boué sale? Si vous arrivez à Gonzagueville, mais il n'y a rien. Vous arrivez à Djoufou, il n'y a rien. Vous arrivez à Vridi, mais c'est la catastrophe. Donc ce maire de Port-Boué qui se plaint et qui dit qu'on ne l'a pas... ils ne lui ont pas adressé un courrier spécial avant le déguerpissement, mais c'est un maire qui est dans l'immobilisme total. Vous croyez qu'un gouvernement qui a un compte à rendre va attendre ce type de maire-là? Ce maire qui ne fait rien dans sa commune... Ce déguerpissement fera bouger les lignes à Port-Boué? Oui, mais ce déguerpissement, ça vient pour compléter les inaptitudes d'un maire qui est dans l'immobilisme. Parce que le maire de Port-Boué, il ne mène aucune action. Toutes les actions qui sont menées là-bas ont été menées par le district. Lui n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas de bilan. Et donc, le gouverneur ne peut pas croiser les bras et voir Port-Boué aller à volo, Port-Boué en train de disparaître sous le coup de la salubrité, de l'insalubrité, et puis croiser les bras. Je crois que le gouverneur est dans son rôle. Il peut venir suppléer au manquement, aux insuffisances des maires comme le maire de Port-Boué, et puis dégager des communes comme Zimbabwe. On peut pas le laisser dire. Parce qu'aujourd'hui, il est clair. Le maire a été réélu. Le gouverneur, non, faut pas dire des choses comme ça. A une obligation de résultat. Non. Le chef de l'État l'a nommé pour pouvoir donner un éclat, un rayonnement à la vitrine nationale qui est Abidjan. Et je crois que c'est dans cette directive qu'il est en train de nous orienter. En méprisant la population. Tout le monde va aujourd'hui écouter. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais les pleurs des enfants, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ça ne vous dit rien. C'est un Français qui le dit. C'est Jacques Chirac qui dit vous n'avez pas le monopole du cœur pour penser que les populations qui sont en train de mettre en sécurité. Parce qu'en réalité, ces populations sont en train de mettre en sécurité. C'est ça la réalité. On les arrache
à une mort certaine pour les mettre en sécurité. Parce que les conditions dans lesquelles ces populations vivent, c'est une mort certaine. Les conditions dans lesquelles Emou Sylvestre plonge les populations à Port-Boué et notamment à Zimbabwe, c'est quelque chose d'immonde. Et donc, je crois que Bakongo doit être félicité parce qu'il est en train d'arracher ces populations à la misère. Et ça, si on ne veut pas le féliciter, il ne faut pas le rabrouer. C'est bien compris, Lancé. Victor Junior Diokoyi, merci pour vos analyses. Nous quittons maintenant les enjeux d'aménagement urbain pour nous intéresser à une actualité diplomatique qui suscite de nombreuses interrogations dans la sous-région depuis la création de l'Alliance des États du Sahel pour le Mali, et par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les relations entre la CEDEAO et l'AES connaissent une phase de recomposition. Dans ce contexte, la récente tournée régionale du président béninois Romuald Wadani est observée avec attention par les chancelleries africaines et internationales, chose dont on parle juste après cet élément que nous propose David Soyo. Investi le 24 mai 2026, le nouveau président béninois a entamé sa première tournée diplomatique. Le 2 juin 2026, Wadani visite successivement le Niger et le Burkina Faso, deux pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'idée, renouer le dialogue et normaliser les relations après plusieurs années de tensions au plan sécuritaire et économique. Le 3 juin dernier, il a effectué une visite officielle à Lomé. Avec son homologue togolais Faure Gnassingbé, ils ont échangé sur la consolidation de l'axe Lomé-Cotonou et sur des enjeux bilatéraux, principalement de défense et de sécurité. L'offensive diplomatique de Romuald Wadani s'est achevée à Abidjan le 4 juin dernier. Le président béninois s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, l'approfondissement des flux commerciaux et économiques. La coopération sécuritaire face aux menaces transfrontalières a également été au cœur des discussions. Niamey, Ouagadougou, Lomé et Abidjan, 4 destinations perçues par les observateurs comme un moyen de rapprochement des États de l'AES et de la CEDEAO. Cette tactique de Wadani permettra-t-elle de reconstruire le pont entre la CEDEAO et l'AES ? Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, la CEDEAO, de par Romuald Wadani qui vient d'être élu président du Bénin, et on a d'un côté l'AES où il a fait une tournée éclair en passant par la Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que finalement le Bénin est en train de se rabibocher avec l'AES ou c'est la CEDEAO qui engage Romuald Wadani dans cette tournée à une telle mission? Victor Diokoyi. Merci beaucoup. Cher frère Ahmed Sidoué, je pense qu'il y a 3 pôles d'intérêt dans la démarche de Romuald Wadani. Lesquels? Le premier pôle d'intérêt, c'est qu'il a, on le sait tous, il a une ambition, il est économiste, il a une ambition forte de faire du Bénin une économie forte. Et quand on veut faire de son pays une économie forte, on a des piliers sur lesquels il faut forcément jouer à la sécurité. S'appuyer. Voilà, s'appuyer à la sécurité. Et évidemment, cette zone-là, avec le Niger et le Burkina, la sécurité n'était pas véritablement une vraie réalité. Et donc, il est allé au Niger parce que n'oubliez pas que entre le Niger et le Bénin, de par Talon, le prédécesseur, l'ex-président Patrice Talon et le général Tiani, il y avait eu quelques bruits et qui avaient fait que la frontière était restée jusque-là fermée. Oui, donc, il fallait rassurer son voisin d'en haut pour lui dire, bon, écoute-moi, je suis venu, bon, il faut qu'on commerce. D'ailleurs, vous comprenez que quelque temps, dans cette période-là, ils ont parlé de l'ouverture du corridor entre le Niger et le Bénin. Ça, c'est le premier élément. Donc, côté sécuritaire. Maintenant, côté purement commercial, c'est sa visite au Nigeria, sa visite au Ghana, au Togo, et puis sa visite en Côte d'Ivoire. Parce que les deux pôles, c'est-à-dire le Nigeria et la Côte d'Ivoire, vous le savez, sont les deux pays les plus puissants de la CEDEAO. Et il fallait évidemment qu'il vienne rencontrer le président Alassane Ouattara et naturellement Tinubu, le président nigérien. Je crois donc que sa démarche s'inscrit dans cette logique-là. Renforcer les relations entre ses voisins, mais en même temps chercher à faire
du commerce entre les pays voisins. Parce que aujourd'hui, je pense que le vrai commerce, c'est le sud-sud qu'il faut privilégier. Le nord-sud commence à ne plus être vraiment véritablement à la mode. Moi, je pense que c'est ça. Lansine Bakayoko, votre avis sur cette tournée de Romuald Wadani? Non, je crois que c'est une tournée diplomatique de civilité. C'est tout à fait conforme aux traditions africaines et même aux traditions européennes. C'est-à-dire un nouvel exécutif qui s'installe, qui va visiter tous ceux qui l'environnent, les pays majeurs. Vous n'avez pas de Nigeria, vous n'avez pas de la Côte d'Ivoire, ce sont les phares de la sous-région ouest africaine. Donc on ne peut pas, en situation normale, être venu au pouvoir sans rendre visite à ceux-là. Vous avez vu que quand le président Diomaye Faye avait pris le pouvoir, il avait fait le déplacement d'Abidjan pour venir prendre la température, non seulement de la sous-région, mais pour prendre conseil avec les aînés qui ont l'expérience du pouvoir, notamment le président Alassane Ouattara et dans une certaine mesure le président Tinubu. Et donc je crois que le président Romuald Wadani est dans cette simple logique. Mais on ne peut pas exclure que les relations entre le Bénin et le Togo, d'une part, et le Bénin et le Burkina, étaient devenues des relations très tendues, très crispées. Donc, je crois que la venue au pouvoir de Romuald Wadani... le Bénin-Niger. Ouais, Bénin-Niger est tendu, Bénin-Burkina Faso tendu. Donc, et moi, je pense que les deux parties avaient envie d'en finir au moins sur le plan économique. Et donc, l'arrivée du président Wadani est une aubaine, est un filon qui a été saisi par ces partis-là pour venir redémarrer une nouvelle politique sans qu'aucune des deux parties ait l'impression d'avoir capitulé. Donc, je crois que Romuald Wadani est dans une tournée diplomatique tout à fait logique. Il n'est pas encore allé dans d'autres pays, il est allé dans des pays qui peuvent être intéressés. Si vous voyez bien, ces deux voisins, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Bénin, et puis ces deux voisins immédiats avec qui il commerce parfois, et puis vous avez vu qu'il est parti dans les deux grands pays, les pays majeurs de la CEDEAO également, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et donc on peut clairement dire que non seulement il cherche à se rapprocher de ce pays, de venir apprendre du président Alassane Ouattara qui a montré clairement que gouverner, ce n'est pas se mettre en opposition avec tout le monde. Et je crois qu'il est également aussi dans le même sillage que son prédécesseur Patrice Talon, qui était venu également prendre conseil avec le président Ouattara, et donc qui a aujourd'hui réussi à mettre le Bénin à un certain niveau, exactement comme en Côte d'Ivoire. Donc il me semble que Romuald Wadani est dans la même logique, et une sorte de continuité, mais une continuité positive, pas une continuité de belligérance comme le font quelquefois les pays de l'AES. Et puis pour moi, il peut, puisque aujourd'hui la CEDEAO est dans une meilleure disposition de collaboration avec les pays de l'AES, de toute façon ce sont des présidents de fait, ils parlent au nom de ces pays, et donc Romuald Wadani peut constituer une sorte de minci-dominci entre ces deux parties et puis reconstituer une nouvelle capacité à travailler ensemble. D'accord. Michel Betta, peut-on espérer une progressive normalisation entre la CEDEAO et l'AES? Wadani, président nouvellement arrivé à la tête du Bénin, montre, une intelligence diplomatique. Parce que, vous avez vu, il lui serait très indécent qu'il soit parti au Niger, dans les pays de l'AES, sans aller dans les pays de la CEDEAO. Parce qu'au début, ce qu'on on avait soupçonné, parce que de son investiture, aucun président n'avait été invité. Donc, c'est le premier ministre du Niger qui avait été même, bien que notre vice-président soit parti. Il y a une délégation de l'AES. De l'AES qui avait été vraiment très bien accueilli et puis applaudi. Lui-même, il avait, dans son discours, ouvert déjà même les brèches d'une rencontre avec les pays de l'AES, d'une collaboration. Peut-être dans une logique de décrispation, de ces relations. L'AES et le Bénin. S'il avait fait seulement pour eux, sans faire le tour des autres capitales de la CEDEAO, vraiment, je veux dire qu'il n'a pas été bien inspiré. Mais là, en le faisant en même temps pour nous tous, je crois que c'est une diplomatie très intelligente qu'il veut faire, mais en privilégiant le côté économique, parce qu'il ne faudrait pas se voiler. Aujourd'hui, le Bénin comprend que s'il veut poursuivre
sa progression économique, vers le développement. voilà, vers le développement, il faut qu'il ouvre les vannes avec le Niger qui a un pétrole important à faire passer par ses ports. Alors que le port du Bénin est constitué pour le Bénin lui-même une capacité économique importante. Grosse manne financière. Voilà, une grande manne financière. Donc, ça c'est ralenti au niveau de sa dynamique, est un poids important pour son économie qui n'arrange pas cette envolée économique qu'il veut avoir et continuer de maintenir. Donc, je crois qu'en prenant langue avec le Bénin, c'est dans cette optique-là il s'inscrit. Le Burkina également, parce que la question sécuritaire, il ne faudrait pas oublier, la question sécuritaire est une question aussi cruciale autour de ces pays-là, parce que le Bénin partage des frontières avec ces pays-là et on voit souvent le Bénin même est accusé par ces pays-là d'abriter des bases en vue de déstabiliser les pays de l'AES. Donc, il fallait qu'il rassure ses voisins-là tout en ne négligeant pas l'importance politique de demeurer au sein de la CEDEAO. Ouadani, nouveau président, fait preuve de... Bon, je l'ai dit dans le temps de mes propos, mais aujourd'hui, ce qui lui serait demandé encore plus, moi je crois qu'aujourd'hui la CEDEAO a besoin de rapprocher les positions de l'AES de certaines de ses positions et vraiment les pays, en plus du Togo où il est parti, qui a de bonnes relations avec l'AES, gagnerait à faire en sorte que l'AES sorte de cette posture d'enclaver vis-à-vis de la CEDEAO pour aborder avec les autres pays de la CEDEAO une amorce de décrispation. Parce qu'il y va de l'intérêt sécuritaire, mais il y va aussi de notre intérêt à tous économique. Alafé Ouakili, Romuald Ouadani, émissaire de la CEDEAO, ou juste un voyage pour le compte du Bénin? Non, il est allé pour le compte de son pays. La CEDEAO pourrait en profiter, mais c'est un émissaire du Bénin. Il est allé pour le compte du Bénin. 1. Et 2, il est allé d'abord dans les pays qui font frontière avec le Bénin. Le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. On voit bien que dans les 3 pays AES, il est allé dans 2. Il n'est pas parti au Mali parce que le Mali n'a pas une frontière directe. Beaucoup plus loin. Et quand on regarde, la seule exception à cette tournée, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, nous n'avons pas de frontière directe avec le Bénin, mais il est venu à Abidjan, en dernière position, certes, mais parce qu'il a fini avec les voisins, il a besoin de sécurité immédiate, consolider ses frontières, et après, il est venu voir le président Alassane Ouattara, dont il a besoin de la vision et de l'expérience, qui lui a donné assurément sa bénédiction. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne dynamique par rapport à la paix dans la sous-région. Maintenant, la question est de savoir si le problème, c'était le président Patrice Talon ou s'il y avait un problème de fond. On verra dans les jours à venir. Puisque le président Patrice Talon n'est plus là, en principe, il ne devrait plus avoir de problème. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'au départ, c'était une question c'était une vision, une question de divergence au niveau de la vision. Aujourd'hui, on peut ne pas le percevoir, la CEDEAO même a mis un peu d'eau dans son yamakoudji, pour ne pas dire dans son verre. Elle n'est plus là dans les principes, on ne fait rien avec eux. Sur la table. Voilà, c'est des poutis, on ne fait rien avec eux, qu'ils organisent les élections, qu'ils aillent rapidement. Non, eux, ils n'ont pas voulu écouter cela. Ils sont sortis, ils se sont donné des mandats de 5 ans ou de 10 ans où ils disent que la démocratie n'est pas bonne. Ils vont peut-être prendre une constitution pour dire qu'il ne doit plus jamais avoir d'élections dans leur pays. La CEDEAO aujourd'hui s'en fout. Les pays de la CEDEAO organisent les élections tous les ans, les 5 ans, ils font tout. Donc si le peuple du Mali, si le peuple du Niger, si le peuple du Burkina Faso est en phase avec ses dirigeants, s'ils sont d'accord qu'ils ne doivent plus faire des élections, plus jamais dans leur vie, ou du moins tant que ces transitions sont là, bon, tant mieux pour eux, ce n'est pas nos affaires. Donc la CEDEAO a laissé tomber ses batailles, ses principes, et tout le monde est sans tête dynamique là. À l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Et puis, bon, on les observe. Puisque cette posture est là désormais, il ne devrait pas avoir de problème. Parce que le problème, c'était ça. Ils ne veulent pas d'élection. Ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent rien. Ils ne veulent plus qu'on les emmerde. Ils veulent lutter comme ils veulent contre le terrorisme. On est d'accord qu'ils prennent. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une affaire de Patrice Talon. La CEDEAO a renoncé à ça. Il ne devrait pas avoir de problème désormais. D'accord. Victor Junior de Koyi, Romuald Ouadani est le poulain de Patrice Talon, mais avec un tel départ dans sa façon de gouverner, qui débute même depuis quelques jours, est-ce qu'on peut espérer qu'il portera le Bénin vers de meilleurs auspices
avec Patrice Talon, il a réalisé de très bonnes choses. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette façon modérée de voir les choses dès le début de son mandat, on peut espérer que le Bénin ait plus de problèmes avec ses voisins immédiats tels que le Burkina et le Niger qui font partie de l'AES? Première chose... 30 secondes, et c'est la même question pour tout le monde. Oui, première chose que je retiens, c'est qu'à travers ses visites dans ces différents pays, il démontre et il lance le message qu'il n'est pas forcément dans la vision de Patrice Talon, la vision dans laquelle beaucoup de personnes ont voulu le mettre. Il est indépendant, il a sa politique, il a sa gouvernance, etc., etc. Et il veut déployer cette gouvernance-là, mais pas forcément être, comme tu l'as dit tout à l'heure, être poulain d'œufs. Justement, c'est ça qu'il ne veut pas. Voilà, donc il veut être autonome, mais il veut le démontrer, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est allé dans ces pays-là. Mais l'objectif profond de sa gouvernance, c'est faire du Bénin une économie forte. D'accord. Lansine Bakayoko, Ouadani mieux que Patrice Talon? Non, moi je ne pense pas que Ouadani puisse être, parce que Ouadani a été formaté dans le moule du talonisme. C'est-à-dire qu'il était l'un des personnages clés, l'un des ministres clés du gouvernement de Patrice Talon, de la politique, de la vision. Il a été l'un des grands artisans de la réussite du président Patrice Talon. Le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances qui a implémenté, je n'ai pas dit la quasi-totalité des projets, mais en tout cas qui a assuré une gestion financière du Bénin pendant près de 10 ans. De façon optimale, pendant près de 10 ans. Donc, si vous voulez, il est dans la continuité du président Patrice Talon. Maintenant, quand on regarde, je crois que la tournée qu'il a fait, on ne peut pas pavoiser en disant qu'il est en rupture complètement avec la politique du président Talon. Parce que ceux qu'il a visités sont tous ses voisins immédiats. Le Nigeria, le Burkina, le Bénin, le Togo, il les a tous visités. Et puis, il allait voir le grand pays, la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi... il y a le Nigeria aussi. Oui, mais le Nigeria, c'est son voisin. Oui. C'est son voisin. Mais il est venu voir le grand voisin de la sous-région, la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, Ouadani est dans une logique du réalisme et puis dans une logique de courtoisie, simplement. Maintenant, les jours qui vont venir, on verra bien s'il va engager une rupture totale, mais je ne crois pas qu'il vienne là se poser en médiateur entre la CEDEAO et l'AES et la CEDEAO. Et je crois que lui, il est membre de la CEDEAO et c'est aux gens qui sont venus changer l'ordre constitutionnel de se conformer aux exigences des pays démocratiques. Michel Betta. Oui, moi j'ai parlé de diplomatie intelligente, parce que là, il se rapproche de ses voisins immédiats avec qui il était en froid quand même, faut pas oublier de le noter. Le Bénin avait rompu sa frontière, fermé sa frontière avec le Niger. Et aujourd'hui, à l'intérieur même du pays, il essaie de rapprocher les opposants d'alors. Yahya Boni était à son investiture, le président Soglo aussi y était, et on a vu l'attitude qu'il a eue envers ces présidents-là. C'est comme si, bon, je crois que par le passé, Talon n'avait pas été tendre avec vous. Moi, je me montre une oreille attentive vis-à-vis de vous pour que vous puissiez m'instruire. Hein. Bon, il a montré l'attitude. Non, Talon échangeait permanemment avec ses prédécesseurs. Hein. Non, non, mais tu te souviens que... Il faut le savoir. Yahya Boni... Non. Quand tu dis échanger, il ne faut pas le dire ici. Il n'échangeait pas. Il n'y avait pas de message. Mais pour finir, pour dire que Talon vraiment joue la carte de l'apaisement et de la vision. Ouadani, pardon. Il joue la carte de l'apaisement et de la vision. Bon, on espère que ça va avoir des répercussions sur sa gouvernance et nous attendons de voir des actes concrets après les tournées. Très bien. Alafi Wakili, pour terminer. Ouais, moi, j'ai entendu autonome vis-à-vis de Talon comme Diomaye vis-à-vis de Sonko. Voudrais-je dire non. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir une rupture, une opposition pour l'instant à ce stade-là entre Talon et Ouadani. Et on l'a dit, il a fait 10 ans, les 2 mandats, le poste auquel il était. Lui-même, il était une sorte de courroie. Il réglait en accord avec le président des problèmes dans la sous-région et le Togo, en économie, dans l'espace CFA, dans l'espace UEMOA. Il était au cœur de beaucoup de choses. Il échangeait avec ses homologues ministres, déjà de ces pays. Maintenant, il est devenu président. Il va plus loin. Donc, il n'y avait pas de rupture totale entre les pays au-delà des conflits entre les présidents, etc. Sans oublier que le Bénin, le président Talon, ont à plusieurs reprises tenté de renouer le pont. Et comme j'ai dit, de renouer le contact, comme j'ai dit, c'est les autres qui étaient dans leur posture qui refusaient à un certain moment. On va revenir à la Côte d'Ivoire, vous avez dit, eux là, par rapport à leur discours,
Sinon, souvent, des ministres ivoiriens vont à Ouaga ou à Bamako. Le vice-premier ministre, à l'époque, ministre de la Défense, est parti. Mais eux, là, par rapport à leur idéologie, ça ne les arrange pas d'avoir de bons rapports avec la Côte d'Ivoire actuellement. Le ministre délégué aux Affaires africaines. Voilà, ils vont dire qu'ils font la paix Ouattara pour faire allégeance aussi à la France demain. Donc, par rapport à leur discours révolutionnaire, souverainiste chez eux, là, ça ne les arrange pas d'être bien avec tout le monde. Il faut créer des conflits pour justifier certaines attitudes dans leur pays. Sinon, Ouadani n'est pas dans une innovation ou du moins dans une rupture par rapport à Talon. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il fait dans l'ordre normal des choses. Et Talon, à mon niveau, ça ne devrait pas poser de problème à Talon. D'accord. Au sujet de la vision de Ouadani, l'avenir nous le dira. Voilà. Qui vivra verra, comme on dit. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Alafé Wakili, Michel Betta, Lansine Bakayoko, Victor Junior Djokoyi. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Encore ce dimanche, à dimanche prochain, pour un autre numéro du Club de la Presse. N'oubliez surtout pas de poursuivre, de regarder nos émissions sur les plateformes numériques. À très bientôt sur RTI1, la chaîne qui rassemble.